Comment ça se passe, l'association? Dans la journée, donc, qu'est-ce qu'ils font par rapport au SAMU social? C'est deux questions différentes. Oui, alors par exemple, je crois que eux, ils contactent le SAMU social. C'est ça, le 115, voilà. Et après, comment... Alors la démarche, c'est que c'est le matin qu'ils contactent. Si on leur dit qu'il y a une place, ils y vont. Et s'il leur dit qu'il n'y a pas de place, ils viennent ici. Parce qu'en réalité, le SAMU social, en général, ils disent vous rappelez à midi, mais quand on rappelle à midi, ça veut dire qu'il n'y a pas de place. Voilà. Moi, pour avoir fait le SAMU social avec beaucoup d'eux, puisqu'en fait, quand on a ouvert ici, c'était parce que j'avais fait le SAMU social pendant tout un hiver et que je m'apercevais qu'il n'y avait jamais de place. Une place une fois par semaine. Donc voilà. Par contre, il y a combien de personnes 15. Et là, il y a l'hébergement d'urgence, c'est 15 places. Il y a tout le monde. Voilà. Voilà. Alors quand c'est grand froid, c'est arrivé 3 nuits l'année dernière, si je m'en souviens encore, alors là ils ouvrent quelques paroisses, ils ouvrent quelques centres supplémentaires qui ne sont pas forcément chauffés. Et là ils sont obligés de loger tout le monde. Mais sinon, et puis comme dit Max, c'est pas forcément très agréable. Parce que bon, vous êtes, eux, ils n'ont pas vocation, c'est pas une vocation d'être SDF. Mais je veux dire, en arrivant ici, ils ne sont pas arrivés ici pour être tout de suite devenir des SDF. Donc, ils n'ont pas forcément de chiens, ils ne boivent pas forcément d'alcool, et ils sont mélangés tous ensemble, et parfois, ils le vivent un petit peu dur. Seulement, nous, on tient, pas pour une raison de religion, mais à ce qu'ils appellent le SAMU social, parce que le SAMU social note leur nom. S'ils appellent. Et le SAMU social, ce n'est pas simplement des places d'hébergement d'urgence, c'est aussi des centres d'hébergement qui s'appellent des CHRS, où ils peuvent avoir des places fixes. Et comme nous, les Mimosas, à la fin du mois de mars, avril, bon, on va voir encore négocier, on fermera, il faut qu'ils continuent entre-temps pour pouvoir avoir une place fixe dans un endroit ou un autre. Voilà. Et la journée, donc, on en discutait en venant dans la voiture. Donc, à la journée, il y a quand même un centre d'accueil de jour qui est géré par l'Union diaconale du Var, qui s'appelle Jéricho, qui est à Saint-Jean-du-Var. Donc là, il y a des activités. Il y a des activités genre football, jardinage. Le cours de français, c'est d'autres associations. Eux, ils en font moins. Donc, ils peuvent aller au cours de français. Nous, on a beaucoup de francophones là, qui arrivent. Ah oui, vous allez voir, ils parlent pratiquement tous français. Mais ça ne veut pas dire qu'ils écrivent bien, ça ne veut pas dire qu'ils le parlent bien, il y a différents niveaux. Mais on a des jeunes là qui sont allés à l'université. Donc, pour les cours de français, le problème qu'il y a, c'est que souvent ils s'y ennuient, ceux-là. Donc, il y en a qui font du sport, ils font de la musculation, ils font du foot, ils font du jardinage avec Jéricho. Il y a toute une série d'activités. Et puis justement, ils en discutaient entre eux, parce que le problème, et ça c'est la loi qui dit, le demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler. Donc c'est une loi en fait, on les met au banc de la société. Est-ce qu'on pourrait leur proposer à ceux qui veulent parler, qui veulent exposer, faire des petites conférences, si tu veux, parce que moi, ça m'est arrivé de parler un peu à certains, mais il y en a qui ont peur. J'ai l'impression d'être un flic. Si tu veux, tu viens, tu vois, bon. Il faudrait peut-être demander à ceux qui auraient envie de nous exposer un truc de leur pays, ou tu vois. Ukuwaza
Par le collectif des migrants, collectif 83 bien sûr je vais dire. Vu que les conditions d'accueil n'ont pas été faciles, mais aujourd'hui Dieu merci avec l'association de ces collectifs, nous ne passons pas la nuit dehors et nous profitons quand même de certaines situations. Nous sommes assistés par ces collectifs au niveau des démarches administratives, bien que les démarches ne sont pas si faciles, vu des procédures qui sont des procédures d'attente de demande d'asile qu'on appelle également la loi Dublin, donc qui nécessite à faire attendre le demandeur jusqu'à ce qu'on examine le pays membre responsable de sa demande d'asile afin qu'il soit reconduit. Ça veut dire que vous franchissez un pays et qu'on arrive à faire soit votre capture d'empreinte ou même si vous ne faites pas une capture d'empreinte, quand même vous avez séjourné quelque temps et du coup vous êtes débléné. Et du coup vous n'avez pas droit à un hébergement, mais aujourd'hui avec l'association de ces collectifs qu'on appelle collectifs des migrants, qui ont trouvé que aider les migrants en les aidant à avoir un toit pour passer la nuit, en les aidant à avoir de quoi porter, vestiments, chaussures et tout ce qui en suit comme détail. Donc aujourd'hui nous nous sentons bien avec eux et nous les remercions vraiment. Buonasera, mi chiamo Mohammed, io vivevo prima in Italia, in Puglia, a provincia di Brindisi, tra San Vito a Carovino, campo che si chiama Green Garden, ma io non mi trovavo bene lì e sono scappato per venire in Francia, ma adesso io vivo in Francia per 4 giorni, ma mi trovo bene, perché per esempio la gente di Francia loro hanno molto simpatici. E sempre noi mangiamo insieme con la gente e noi mangiamo come a casa nostra, ma in Italia non è così. Noi mangiamo come la gente che hanno dentro prigioni, ma mi piace molto. Io non ho niente da dire alla gente di Francia, grazie. Tu sono di quale paese? Vengo dal Ghana. A Ghana, la regione di Brong-Ahafo, paese che vivevo in Ghana si chiama Yeji. Ma io ho un problema con la mia famiglia, per questo motivo io ho lasciato il mio paese per venire a Libia. In Libia c'è il problema che la gente di Libia ha ucciso la gente di nero perché una persona di Sudan ha ucciso la persona di Libia nella nostra zona del Sebrata. Per questo motivo loro hanno cominciato a uccidere la gente di neri. Per questo motivo io ho scappato ancora per venire a Italia. In Italia c'è il problema che non abbiamo avuto dove noi possiamo dormire bene.
anche mi ha ammazzato in Italia. Per esempio io ho perso i denti, una denti in Italia. Io ho perso una denti in Italia. Questo ferito tutto in Italia. Tutto in Italia. Per esempio guarda i miei occhi, è rosso. Tutto questo problema io ho avuto in Italia. Ma per esempio da quando sono arrivato in Francia, adesso io mi sento bene, mi trovo bene qua, e sempre sono tranquillo qua. Grazie. Notamment les accords de Dublin, qui, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les accords au niveau européen qui permettent de renvoyer les migrants dans le premier pays européen où ils ont posé les pieds. Le fait qu'on les renvoie tous en Italie ou en Grèce ou en Bulgarie, alors qu'on n'est pas obligé de les renvoyer, on pourrait aussi étudier leur demande d'asile. Les lois sont un petit peu bafouées à ce niveau-là, parce qu'on renvoie les gens sans leur permettre de déposer une demande d'asile. Voilà, qui demandent juste à vivre en paix, quelque part. Voilà. Déjà, on peut vous donner un petit tract pour... nous, l'idée, c'est de sensibiliser la population, déjà, quand même réaliser que c'est pas des gens qui viennent profiter de nos richesses ou quoi que ce soit, quoi. Ils fuient juste la guerre, la misère dans leur pays. Voilà. Déjà, l'idée, c'est de pouvoir en discuter et faire évoluer un petit peu les mentalités, quoi. Après, hormis ça, on essaye de faire plein de choses, on essaie d'apporter de l'aide. Il y a toujours, au cas où il y a l'adresse du collectif Migrants 83, voilà. Je suis écrivain en histoire et politique. Qu'est-il arrivé à l'Europe, terre ancestrale d'immigration mais aussi d'émigration, pour qu'elle se referme ainsi? Les directives européennes signent-elles la fin de la solidarité, de la fraternité, de l'humanité? Nous avons l'honneur d'accueillir Serge Portelli, dont l'intervention nous permettra de mieux comprendre les procédures Dublin. Nous avons l'honneur d'accueillir Marie-Noëlle Sereno, qui tous les jours se heurte aux procédures et accompagne les personnes et pourra illustrer avec des cas réels
ce que devient l'Europe et ce que devient notre pays. En juin 2013, l'Europe a pris une série de directives pour essayer de dire dans quel cas on peut accorder l'asile, quelle est la procédure à suivre quand on instruit une demande d'asile. Et Dublin III, c'est une de ces directives qui définit une politique commune fondée sur l'idée qu'un seul pays doit traiter la demande d'asile. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que Dublin III ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas derrière Dublin III des instruments terribles qui permettent de savoir où sont les demandeurs d'asile, d'où ils viennent et qui exigent qu'on les contrôle. Ces deux instruments, il y en a d'autres, enfin le premier c'est Eurodac. Eurodac, c'est un système qui oblige même tous les États de l'Europe à, au moment de la première demande d'asile ou de l'arrivée sur le territoire européen, de prendre les empreintes digitales du demandeur d'asile. Le deuxième fichier, alors c'est un fichier qui est un peu plus récent et qui est encore plus perfectionné, c'est un fichier qui permet de répertorier tous les visages et toutes les données biométriques des personnes qui arrivent en Europe. Ça s'appelle le fichier Visa Bio. Alors, tout ça, ça peut vous paraître un petit peu abstrait, mais ça l'est pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, en France, quand vous avez quelqu'un qui demande l'asile, ou qui simplement est arrêté pour une raison quelconque, pas simplement, pas en demandant l'asile, mais qui est arrêté, qui est en situation régulière, qui n'a pas de papier, la première chose qu'on fait, c'est de consulter le fichier Eurodac et de consulter le fichier Visa Bio. 22 000 en 2016 et pour 2017, première donnée, on est autour de 30 000. Donc une augmentation exponentielle. Par contre, par exemple, en 2016, il y a simplement sur les 22 000, 1300 personnes qui ont été effectivement, transférées. Donc ça veut dire que 22 000 moins 1300, que deviennent tous les autres. C'est-à-dire que nous les accueillons depuis des mois et des mois, et on leur dit un jour, eh ben non, écoute, maintenant, t'as plus qu'à disparaître, comme le redisait si bien la pièce de théâtre en début, tu disparais, tu deviens invisible, tu deviens un vrai invisible parce que tu es sans papier, tu es sans domicile. Quand on est demandeur d'asile, vous savez qu'on a des conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire une aide aux demandeurs d'asile, on a la possibilité d'être logé, et bien là, on perd tout et il faut attendre 12 mois avant de pouvoir redemander l'asile. Donc vous êtes là dans une situation très, très complexe. Je m'appelle Shaheen Ahmadwali, je viens d'Afghanistan. Je suis ici, ça fait 1 an et quelques mois. Et je suis en France, j'aime la France. J'ai un permis français, j'ai fait la FIBO pour les camions, pour conduire les camions. J'avais un problème avec Daesh, Taliban. Et ils sont assassinés mon petit frère. Après, mes parents ont dit moi que tu peux partir au Afghanistan, vers l'Europe. Après, j'ai décidé, je venais ici en France.